Alors, un survol de la structure d'anneau que vous avez travaillé pour ce mercredi, structure que l'on connaît pour l'essentiel et dans ce qui sera nécessaire pour le programme. Alors, tout d'abord, donc la définition d'un anneau, que vous allez rencontrer ici en définition 1.1. D'accord? Donc, un anneau, c'est essentiellement la donnée de deux lois, une loi plus telle qu'on a un groupe abélien, et une loi multipliée qui sera associative, qui possède un neutre, d'accord, et avec la jonction entre les deux, qui est que la loi multipliée distributive par rapport à l'addition. Alors attention, dans les choses à bien retenir, hein, la loi plus n'est pas obligatoirement commutative, donc si elle est commutative, c'est l'anneau qui est dit commutatif, la loi multipliée, pardon, excusez-moi, alors que la loi plus, elle est toujours commutative. D'accord? Le neutre sera appelé 0 de A, le neutre pour l'addition, le neutre pour la multiplication sera appelé le 1 de A. Notez généralement 1 de A. D'accord? Donc on retrouve avec ces notations les propriétés habituelles que l'on a, hein, ce que vous allez avoir dans l'exemple 1.3, des anneaux Z, Q, R, C notamment. Dans l'exemple 4, vous pourrez voir aussi que Mn de K, je ne le reconstruis pas ici, hein, l'anneau des matrices est un anneau non commutatif. Notation utile dans un anneau que l'on peut utiliser parce qu'il y a l'associativité des lois, la sommation, sigma, et le produit pi, d'accord, que l'on peut écrire. Alors on fera attention, puisque si la multiplication n'est pas associative, le produit pi pose des problèmes, ce qui veut dire qu'on est censé l'avoir écrit dans un ordre déjà donné. Donc généralement, on se méfiera quand on écrit un produit pi avec des éléments non commutatifs, d'accord, pour bien dire que l'ordre spatial a une importance. Et puis la distributivité de la multiplication à droite et à gauche par rapport à l'addition s'écrit comme on a l'habitude de l'écrire. Autre convention usuelle, comme vous le notez ici, hein, le x fois a, on notera assez souvent ax pour a fois x, que l'on omettra, et puis on utilisera une priorisation de la multiplication par rapport à l'addition, c'est-à-dire que a plus b fois c se lit a plus tout b fois c. D'accord? Bien. Quelques règles de calcul dans un anneau qui correspondent aux règles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc le neutre est un élément absorbant, 0 fois A est égal à A fois 0, je vous invite à aller regarder la démonstration. Encore un avatar du théorème de la tête à Toto. Et puis toutes les propriétés qui fonctionneront habituellement, notamment ce qu'est NA. D'accord? Attention, dans un anneau, on peut parler de n fois a. Quand n est un entier naturel, on mettra des fois un point dessus pour signaler a plus a. Le tout n fois, n termes. D'accord? De la même façon, on notera a puissance n, a fois a fois a. D'accord? Il n'y a aucun sens à multiplier a par un scalaire quelconque, un entier, un réel ou un complexe. Bien, je vous laisse regarder quelques autres règles que vous allez retrouver. Et puis, une remarque, hein, c'est que si jamais le 1 de A est égal au 0 de A, alors l'anneau A est restreint au singleton vecteur nul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dedans, et donc ce ne sera pas un anneau très intéressant. Mais ça peut être une bonne remarque pour justement savoir que 1 est forcément différent de 0, au sens du 1 de l'anneau, bien sûr. Autre propriété évidemment importante, la formule de Bernoulli et le binôme de Newton, qui fonctionnent comme on a l'habitude de les voir. Vous reprenez la preuve faite sur R, là vous donnez la preuve générale. Attention à bien utiliser et voir où vous utilisez la commutativité. Donc, la preuve sur les matrices est évidemment plus appropriée pour notre cas général. Propriété particulière des anneaux, un anneau peut avoir des diviseurs de 0, c'est-à-dire des éléments non nuls dont le produit est nul. On l'a déjà rencontré dans l'anneau des matrices, par exemple. On en a rencontré aussi dans des anneaux commutatifs, comme par exemple Z sur 6Z, puisque dans Z sur 6Z, la classe de 2 fois la classe de 3 est égale à la classe de 0. D'accord ? Un anneau qui ne possède pas de diviseur de 0 est dit intègre, c'est-à-dire que si on a un produit qui est nul, ça implique que nécessairement l'un des deux termes est nul.
Continuons avec ces propriétés, d'accord, où l'on va utiliser que, notamment dans un anneau intègre, ce qui sera intéressant, c'est que l'on peut simplifier. Donc quand un anneau est intègre, si A est non nul, même si on ne peut pas multiplier par A-1, le fait que AX est égal à AY implique que X est égal à Y. Alors attention, ce n'est pas comme dans un groupe où on multiplie par A-1, ici c'est parce qu'on va écrire le fait qu'on a A facteur de X moins Y égale 0. Et que ceci implique, puisque A est non nul, que X moins Y est nul. Alors attention, dans un anneau intègre. Dans un anneau non intègre, ces règles de simplification sont fausses et donc ne doivent pas être utilisées. Exemple, dans les matrices. Un élément de A est dit nilpotent s'il existe un élément P qui sera appelé indice de nilpotence, enfin l'indice de nilpotence étant le plus petit, tel que A puissance P égale le nul. D'accord ? Alors, on a vu que dans un anneau intègre, il n'y a pas d'élément nilpotent, évidemment. Chez les matrices, on en trouve et on en a vu plusieurs. D'accord ? Je peux en trouver aussi, par exemple, en calculant dans z sur 8z. D'accord ? Ben, la classe de 2 au cube, qui est la classe de 2 au cube, est égale à 0. Donc, autre élément nilpotent qu'on peut rencontrer dans un autre anneau. Les éléments inversibles d'un anneau, ce sont des éléments importants de cet anneau. Donc, on va parler de un élément est inversible s'il admet un inverse à droite et un inverse à gauche. A, il existe un B tel que A fois B égale 1 et B fois A égale 1. Comme pour les groupes, dans ces cas-là, on a unicité de l'inverse et la preuve est la même que celle vue dans les groupes. On aura également la propriété que j'ai oublié là de rappeler dans le cours, d'accord, qui est que AB-1, ce sera B-1, A-1. Donc propriété liée à l'inverse, si A et B, bien sûr, sont inversibles. On appelle U de A l'ensemble des inverses de l'anneau A, et attention, il y a une confusion entre U de A et A étoile étant souvent les sommes des éléments non nuls, d'accord, il faudra bien préciser ce dont on parle, puisque souvent, bien sûr, Z étoile ne correspond pas à l'ensemble des inversibles de Z, alors que R étoile, ce sera le cas. Donc U de A est un groupe pour la loi multiplicative, ce qui fait que dans les inversibles, on peut utiliser toutes les propriétés, d'où l'inverse de deux éléments. Quelques exemples d'inverse, et puis je vous ferai une vidéo dédiée sur ce sujet. Pardon, j'ai sauté une page, où l'on parlera également des inversibles des matrices. D'accord ? Donc pour U de Mn de K, c'est-à-dire l'ensemble des matrices inversibles, GLN de K, et on verra notamment le cas n égale 2 et l'utilisation du déterminant. Bien. Si un élément est inversible, eh ben, vous avez la simplification à droite et à gauche, mais là, il suffit de multiplier par A-1 pour que ce soit. Une section très rapide sur un sous-anneau. La seule chose à savoir sur un sous-anneau, c'est qu'on a un sous-groupe pour la loi plus, que le 1 doit être dedans, et la stabilité par la multiplication. L'intérêt de ces sous-structures, c'est que si on a un sous-anneau, c'est un anneau de même 0 et de même 1. Ce qui nous permet, comme ceci, à la fois d'identifier Z comme un sous-anneau de Q, mais ça nous permettra aussi de construire plus rapidement des anneaux en disant simplement que l'on a un sous-anneau. D'accord ? Je vous ferai une vidéo où je vous détaillerai également le fait que l'ensemble des entiers de Gauss, Z crochet, l'ensemble des A plus I pour A et B dans C2, forment un sous-anneau de U de C. Et puis, je vous invite à le chercher dès maintenant, on va déterminer l'ensemble, ça sera une question de cours, des inversibles de Z crochet I. Dernière propriété explicitement au programme, définir ce qu'est un corps. Donc,
un corps, ça sera un anneau commutatif dans lequel tout élément non nul est inversible. C'est-à-dire que U de A est égal à A étoile dans un corps. D'accord ? Donc, dans un corps, essentiellement, la multiplication est quasiment un groupe, il y a juste le problème du zéro. Donc, un corps est un anneau intègre, puisque tout élément non nul est inversible, et la plupart des corps de nombres, qui s'appellent corps, sont des corps, évidemment, Q, R, C. En revanche, on pourra noter que Z et Mn de K ne sont pas des corps. Et on verra d'autres exemples d'anneaux, les polynômes par exemple, des anneaux sur l'algèbre linéaire, qui ne sont pas des corps. Alors, un exemple d'anneau un petit peu détaillé, les anneaux quotients, Z sur NZ, l'occasion de revenir une nouvelle fois dessus. C'est toujours pas un programme, ça le sera l'an prochain pour ceux qui auront un MP. Donc, la représentation qu'on a déjà vue, je ne vais pas m'étendre dessus, avec les différentes lois de Z sur 4Z et Z sur 5Z, où on a cette fois les lois plus et multipliées, et on peut constater que Z sur 5Z est un corps, d'accord, avec quelques propositions, notamment sur l'ensemble des inversibles de Z sur NZ, puis sur le fait que on a Z sur NZ qui est un corps si et seulement si n est un nombre premier. Et si et seulement si Z sur NZ est un anneau intègre. Sur une première lecture, passez assez vite sur ces questions-là, d'accord ? Prenez le temps de vous y attarder si vous avez déjà à peu près digéré ce qu'est un anneau. Rappelle le petit théorème de Fermat avec une écriture dans Z sur PZ du petit théorème de Fermat, d'un nombre premier, et puis quelques applications derrière des nombres premiers, histoire de... des Z sur PZ, avec notamment le théorème de Wilson, qui est un résultat classique d'arithmétique, qui se démontre très bien dans le cadre de Z sur PZ. D'accord ? Bien. Et ben voilà pour ce cours introductif simplement à la structure d'anneaux. On n'en fera pas plus, et pas plus en particulier cette année. Par contre, on va manipuler, ce qu'on fait depuis le début de l'année bien sûr, ces notions assez souvent.